bien, bonjour à toutes et à tous. Et moi, je suis Pierre Platini, je suis le CEO du groupe Mind, qui est une société d'information et d'intelligence économique, notamment sur les fintech. Et j'ai le plaisir d'animer ce panel sur le meilleur des deux mondes. Justement, je suis entre ces deux mondes, entre les fintech et les banques. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Florian Dalle, qui est directeur produit et services digitaux de la BPI. Neila Choukri, qui est CEO de Collecto. Collecto, alors BPI, on vous connaissez plus, mais Collecto, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un SaaS de gestion de paiement et d'encaissement des factures fournisseurs et clients, très orienté en tout cas PME, TPE. Et Laurent Darmon, qui est fondateur et CEO de la Fabrique by Crédit Agricole, qui est le startup studio de la Fabrique, et qui est le directeur des nouvelles activités du groupe Crédit Agricole. Alors je me suis permis, moi, de les présenter directement en leur donnant leur titre, pour ensuite leur passer la parole, parce qu'en fait, derrière les titres, on met un peu ce qu'on veut, mais pour donner plutôt une idée de leur travail, je vais leur demander en un mot comment, à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, s'ils sont plus long terme, ils évaluent qu'ils ont fait un bon job, qu'ils ont avancé dans leur job, dans leurs objectifs. Et là, je te laisse la parole. Alors désolée, j'arriverai peut-être pas en un mot, parce que CEO, c'est vraiment pas en un mot, les indicateurs. Mais je dirais des équipes motivées et engagées au point de nous recommander des talents. Des clients qui soient heureux, satisfaits, au point de nous recommander d'autres utilisateurs, et des investisseurs confiants, au point de nous prescrire auprès de leurs propres clients. Voilà. Et alors Laurent, es-tu un investisseur confiant ? Je suis confiant, oui. Aujourd'hui, pour une banque, on est dans un monde qui bouge très vite. Le paradoxe dans lequel on est, c'est que on n'a jamais eu autant d'incertitudes du court terme et autant de certitudes du moyen terme, avec des grands mouvements. Et donc, ce qu'on doit essayer de garder comme cap pour être satisfait, c'est comment on mène ce double cap de l'incertitude du court terme et puis de ces grandes transitions sociétales qu'on a à moyen terme. Et si on garde juste l'indicateur de la fin de la journée ou de la fin du mois, on risque de perdre justement cet hélicoptère à faire en permanence. Et donc, on a des indicateurs sur les deux mouvements. Et toi, Florian ? Donc, vous avez bien entendu parler de BPI. Nous, on est à la direction digitale. On est là pour innover, essayer de transformer la banque. Alors, je vais prendre le contre-pied. À la fin d'une journée réussie, on essaye d'avoir rencontré des entrepreneurs qui ont des problèmes et de mettre des mots sur ces problèmes. On passe pas mal de temps avec l'écosystème FinTech pour essayer de voir comment eux voient des réponses aux problèmes et nous font avancer sur le sujet. Et le reste du temps, il est passé vers l'interne, vers l'IT, la DSI et les équipes métiers pour essayer de voir comment on peut apporter ces solutions et essayer de pousser tout ça. Merci. Alors, le thème de ce panel, c'est un petit peu de zoomer, de réfléchir aux relations bénéfiques que peut avoir la collaboration entre grands groupes bancaires et start-up. Pour les start-up, pour les grands groupes bancaires, mais également pour les partenaires et les clients des deux précédents. Pour commencer, moi je vais me tourner plutôt du côté de la start-up. Donc Collecto, qui a pour investisseur la Fabrique. Si tu peux nous raconter un petit peu ce que ça t'a apporté, cette collaboration, au niveau de la structure, puis également toi en tant qu'entrepreneuse et CEO, cette collaboration, comment ça t'a renforcé, ou quel moyen ça t'a donné, voilà. Ok, alors à titre personnel, ce que je pense, c'est que ça nous apprend à parler deux langages déjà. Donc la langue de la start-up qu'on maîtrise, mais aussi la langue de la banque ou du grand groupe, qui permet beaucoup de résilience, beaucoup de patience, et également d'avoir le contrepoids avec le côté simplicité, vélocité de la fintech. Ces deux mondes et ces deux langues
finalement donne beaucoup plus d'équilibre et un produit du coup qui est plus équilibré concernant les standards. On va avoir justement la possibilité de développer des produits qui ont aussi bien des standards de sécurité, de confiance et également de pérennité, et de l'autre côté également un produit qui va pouvoir avancer vite, simple et annihiler toute la complexité qu'il peut y avoir. Donc je pense que de manière globale, ça apporte deux manières de faire différentes et un équilibre entre les deux. Et d'un point de vue de développement commercial, ça donne la capacité de pouvoir voir à l'échelle. Parce que forcément, quand on est une fintech, on développe au fur et à mesure. Et le passage à l'échelle est très compliqué. Quand on est adossé, supporté par un grand groupe, ça donne la perspective d'une échelle. Pour vous donner un exemple sur le groupe Crédit Agricole, aujourd'hui, il y a, en tout cas sur la cible que nous avons TPE-PME, le Crédit Agricole est implanté à hauteur de 25% de part de marché. Donc ça donne un potentiel. Alors après, ce n'est pas tout repos, il faut y arriver. Mais en tout cas, ça donne le potentiel et l'espoir de pouvoir adresser un segment qui est souvent desservi, parce que ce segment-là, c'est un segment qui n'est pas forcément technophile. Et du coup, ça nous permet d'ouvrir aussi les capacités de servir des utilisateurs que d'autres fintechs ne pourraient pas adresser. Et alors, Laurent et Florian, on a la chance d'avoir deux modèles d'open innovation très différents. Donc, vous allez un peu nous raconter, mais pour le Crédit Agricole, qu'est-ce que ça apporte, cette collaboration avec les startups pour le groupe, et comment tu perçois l'apport pour les clients, clients de groupe, un apport que vous ne seriez peut-être pas parvenu à faire hors ces relations startup grand groupe? Je vais commencer par la palissade, mais grosso modo, quand on est une start-up, on va vite. Quand on est un grand groupe, on peut aller loin et on a une notion du temps qui est un peu différente. Et quand on est dans une direction financière, on a finalement cette double problématique. Comment on est dans un quotidien qui est celui de l'entreprise opérationnelle qui va très très vite, et d'un autre côté, on est le garant un peu d'une pérennité et d'une vision de moyen terme. Et donc, ce qu'on a essayé d'attaquer dans notre modèle, c'est comment on arrive à concilier les deux. J'ai entendu tout à l'heure des mots dans l'introduction de legacy, des mots qui, vus d'une banque, sont pas très avenants par rapport à une agilité que pourrait chercher une direction financière. Donc l'enjeu, il est double. Il est une banque, c'est dans l'économie. Donc comment on accompagne ces transitions. Il y a des transitions RH. Il y a des transitions énergétiques, il y a des transitions digitalisation, la e-facturation que vous avez pas mal évoqué tout à l'heure. Et donc la banque, elle doit être là. Et donc la méthode qu'on prend, c'est pas de dire la banque va faire comme elle a fait et avec des unités de temps qui sont au mieux à l'année. Mais tout à l'heure, la question était à la journée. Comment on revient justement sur cette capacité d'écoute qu'on a dans une start-up? Comment on va dans cette capacité de réaction qu'on peut avoir dans une start-up? Et donc, on a créé un Startup Studio il y a à peu près 5 ans et demi, dont l'enjeu est d'accompagner ces diversifications que doit avoir la banque dans ce monde ouvert qu'amène le digital. La banque doit de plus en plus être soit un fournisseur de solutions. Et aujourd'hui, la banque se consomme hors de la banque. Quand on paye dans Uber, on fait du paiement, on fait de la banque hors de la banque. Quand on fait du financement dans une application, quand on veut payer sa facture directement dans son applicatif, on fait des services financiers. Donc ça, c'est une réalité. Et la banque elle-même peut être opérateur pour amener cette confiance que seule une banque peut amener, pour amener aussi cette relation globale qu'a la banque qui, justement, est sur le long terme et a une relation humaine qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les startups. Je crois que des startups arrivent à essayer ou essayent de l'apporter, mais dans une banque, c'est son ADN. Et donc notre modèle, c'est de réunir un peu les deux. Et donc on travaille exactement avec les mêmes méthodes que les startups, en faisant confiance à des entrepreneurs talentueuses. Et juste pour le modèle, ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont plus en tête le modèle de la fabrique, c'est une prise de participation, c'est la confondation, c'est combien de startups par an et actuellement en portefeuille? Alors on n'a pas de dogme dans notre modèle d'abord. Donc Startup Studio, c'est pas un incubateur, c'est-à-dire que l'entreprise est vraiment créée
au sein du Startup Studio et va bénéficier de tout un écosystème pour l'aider. Alors ça va être par exemple des fonctions qui vont être mutualisées, qui ne sont pas essentielles quand une startup se crée, mais elles sont à la fois essentielles, c'est-à-dire la finance, le juridique, la sécurité informatique. Tout ça, vous en avez besoin quand vous devez garantir la RGPD, quand vous devez garantir la sécurité informatique. Et en même temps, ce qu'on veut, c'est qu'une entreprise, quand elle se crée, elle soit focalisée sur le meilleur produit et puis la traction commerciale, parce que c'est le gage de sa pérennité et le gage qu'elle sera dans une démarche d'amélioration continue qui est quand même recherchée quand on vient chercher ce genre d'acteurs. Donc, on crée les entreprises et en même temps, le deuxième métier qu'on a, et donc on les crée au début, puis un peu comme les enfants, ils trouvent leur autonomie. Donc maintenant, à côté de moi, j'ai une jeune adulte qui est devenue totalement autonome dans son fonctionnement. Et en même temps, un deuxième métier, c'est l'hybridation. Donc la capacité à essayer d'hybrider avec des logiques de grands groupes. Néla parlait tout à l'heure d'un certain confort qui peut être amené pour pouvoir parler le même langage que le banquier. C'est pas toujours simple, hein, je vous le cache pas. Mais on y arrive plutôt bien. On en est à peu près 2 entreprises par an. Donc aujourd'hui, on en a 8-9. On vient d'intégrer Worklife. Je ne sais pas si vous avez lu la semaine dernière. Et dans une logique qui est de se dire, il y a des grands challenges pour les directions financières. Donc la digitalisation, il y a les talents, comment on a une politique salariale attractive et une politique salariale qui permet de faire face à l'inflation. Donc là, typiquement, c'est la démarche qu'on a eue sur Worklife. On était déjà dans la RH quand on fait l'épargne retraite ou l'assurance collective. Donc c'est comment on donne du sens globalement avec une application du quotidien. On est dans l'accompagnement de la digitalisation, pas de la digitalisation, de la transition énergétique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a pris une participation dans Selfie et dans R3. R3, c'est le conseil aux entreprises et Selfie, c'est la production d'électricité locale et la distribution. Donc des challenges importants pour les entreprises. Mais notre cœur, c'est plutôt comment on crée des entreprises très agiles et qu'on va accompagner. Très clair. Florian, donc là on a un modèle, le modèle BPI qui est totalement différent. D'une part, par ses différentes activités, puis par sa mode de fonctionnement, et puis même par son rôle, j'oserais le terme écosystémique, sur tout ce qui est innovation, pas uniquement dans les fintech, mais au niveau innovation au sens plus large. Est-ce que toi, tu peux revenir sur justement le modèle qui a été développé par BPI et ensuite un peu zoomer justement sur cette nouvelle relation au DAF, aux directions administratives et financières, qui a été esquissée par Laurent, qui est permis par cette collaboration? Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'a expliqué Arnaud Codou tout à l'heure, c'est-à-dire on a une multitude de leviers aujourd'hui mis à disposition par l'État pour soutenir les entreprises qui vont du financement de l'innovation, le financement, la garantie, l'investissement, on a des accélérateurs. Je vais plutôt me focaliser sur la manière dont on collabore avec les entreprises, les DAF et les fintech pour essayer d'aller plus vite et de faire mieux. Notre boulot côté digital, c'est de transformer la manière dont on est une banque pour être plus près des entrepreneurs. Et on le fait autour de 3 modèles différents. Le premier, c'est sur les business traditionnels. On a Ludovic qui est là de Piteas, c'est la co-construction. C'est aller prendre des acteurs qui sont au plus près des besoins des entrepreneurs et c'est co-construire avec ses partenaires, vous en entendrez parler tout à l'heure, des solutions. C'est le premier modèle. Le deuxième, c'est les fintech, elles ont une approche qui est sur des problématiques très spécifiques. Et c'est leur métier de faire de la veille réglementaire, d'être au plus près des solutions, du marché. Donc le deuxième sujet, nous, c'est d'aller rencontrer un maximum de fintech, d'expérimenter et d'aller chercher le meilleur sur plein de briques. Donc on a aussi la chance d'avoir Céline d'Innovatique. Innovatique, ça nous a permis sur la chaîne de valeur dans l'octroi d'être beaucoup plus rapide pour aller scorer, distribuer du prêt. Mais on pourrait prendre toute la chaîne depuis l'entrée en relation, la partie scoring, la partie KYC, en allant voir des RegTech,
en allant voir des entreprises qui sont sur l'entrée en relation à distance. On améliore grandement la vie des entrepreneurs qui n'ont plus besoin de se déplacer, d'être en physique. Et le but, in fine, c'est d'avoir vos... Le dernier modèle, donc le deuxième, c'est d'aller chercher le meilleur des briques dans les fintechs. On a fait 120 POC, 120 expérimentations. Ça veut dire qu'on a rencontré au moins 1000 entreprises du secteur. On en a 80 qui sont utilisées pour vous, les entrepreneurs, dans nos différents métiers. Et le dernier, c'est les partenariats. Une de nos missions, on a une complexité de produits qui est vaste. Donc, on essaye de construire des parcours en ligne, à travers d'une banque en ligne, où l'entrepreneur s'y retrouve, parmi l'ensemble des produits. Aussi une complexité dans les offres, où il y voit clair sur où est-ce qu'il pourrait être aidé, sur les enjeux de climat, sur d'autres enjeux. Et là-dessus, on a parlé tout à l'heure des ETI, mais on a aussi parlé du sous-outillage de plus petites entreprises. Et là, on cherche des partenaires qu'on citait. Donc, on est de la troisième logique, c'est une logique de partenariat, avec des acteurs qui peuvent aider bout en bout, sur lesquels on peut aider à prescrire auprès des DAF et des entreprises, pour qu'ils aillent chercher ces solutions. Là, on évoquait le cash avec Agicap et les problématiques de budget, on est dedans. Il y a Sébastien qui est là, côté iPadat. Sur les solutions, ça touche à la dématérialisation, mais aussi l'après-compta, la compta. Et tout un temps très long qui est passé par les DAF, les chefs d'entreprise, pour traiter l'administratif chaque mois. Alors, non, tu vas garder le micro encore un instant, mais justement, on va zoomer sur un cas concret, parce que tu as dit le mot magique, qui est dématérialisation. Et évidemment, dématérialisation de la facture, tout ça. Bon, même si ça a été reporté, c'est quand même un élément important qui arrive. Si on prend ce cas concret de la dématérialisation de la facture, comment BPI va s'y prendre par rapport aux différents modèles que tu as présentés pour proposer des choses au marché, des choses au DAF pertinentes. Et évidemment, je vais me tourner vers vous juste après, donc préparez votre réponse. Donc là-dessus, le modèle. Alors on sait qu'il y a l'entrepreneur, il est un peu seul. Il va avoir 3 grands prescripteurs. Dans les très grandes ETI, vous avez la chance d'avoir des commerciaux sur les ERP et autres qui vont venir taper à votre porte. Et pour aider ou pour pousser la transformation, on peut se payer du conseil. Donc nous, dans le rôle de proximité, on veut être un prescripteur pour les entreprises. Et plus loin que la démat de facture, il y a des vrais leviers d'optimisation dans la gestion, dans plein de sujets. On parlait de l'automatisation, plein de leviers sur l'automatisation de la fonction finance. Donc on veut être prescripteur. Après, la stratégie, elle reste à définir entre ces 3 briques. On a la chance d'avoir comme partenaire Piteas pour faire de la solution intégrée pour une partie de nos segments. On a un partenaire qui est iPadat, qui va être PDP, mais on peut aussi prendre une voie qui est de proposer dans des parcours des briques qui nous permettent, nous, de travailler avec un partenaire pour être PDP. Et ça, c'est là avec les parties prenantes pour savoir s'il y a une voie ou plusieurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va être un acteur de la démat parce que c'est un des sujets des entreprises et de nos clients. Au Crédit Agricole, on a 2 convictions. On en a une première que vous devez vivre, mais il y a une sorte de convergence aujourd'hui entre les outils financiers, comptables et les outils de gestion. Les 3 sont nés dans des univers différents. Il n'y avait pas le digital, donc c'était des métiers. Le digital, ça permet de fonctionner en écosystème. Donc ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que de plus en plus, il commence à y avoir des liens. Mais cette convergence, elle est en train de se rapprocher parce que quand on fait des rapprochements bancaires, on rapproche la comptabilité, la trésorerie et ce qui se passe sur le compte. Quand on doit payer une facture, ce qu'on évoquait tout à l'heure, là encore, on voit que c'est tellement plus simple si c'est fait au même endroit. Et je pourrais multiplier les exemples sur la gestion des dépenses ou les tableaux de financement pour demander un prêt. Et donc, ça nous amène à nous dire comment on participe à ça. La deuxième, c'est en fait les entreprises, selon leur maturité, selon leur volonté aussi stratégique, veulent des produits plus ou moins intégrés, ne veulent pas être prisonniers d'une solution unique. Donc, on essaye de prendre le sujet de façon différente entre les toutes petites entreprises. Vous avez vu, on a Blanc
qu'on a créé d'ailleurs à la Fabrique et qui vient d'ouvrir en Italie, qui est une solution totalement intégrée pour les gens qui sont eux-mêmes le directeur financier de leur entreprise. Ils sont à la fois le patron, le premier commercial. Donc là, ils ont besoin de quelque chose d'intégré, simple, et qui permet de faire tout de façon très intuitive. Quand on est à l'autre bout sur des entreprises qui ont une grande complexité, qui ont des ERP, qui ne peuvent pas changer facilement d'outils eux-mêmes, ils ont le legacy qu'on évoquait tout à l'heure. La question, ça va être de rajouter éventuellement un PDP. Et donc nous, dans le groupe Crédit Agricole, on a Doxio, qui va être PDP, qui va permettre de rajouter cette brique-là. Et puis quand vous êtes dans des entreprises qui sont entre les deux, eh bien, vous avez besoin justement de cette souplesse, de commencer avec une solution, de la compléter, peut-être d'enlever quelque chose, de vous lier à votre CRM ou de vous lier à vos outils comptables. Et ça, c'est la solution Collecto qu'on met en avant, qui est une solution qu'on va proposer aux clients du Crédit Agricole, aux clients de LCL. Mais à tous les clients, c'est une solution totalement ouverte et sur laquelle il n'y aura pas de partage de données avec le banquier, par exemple. Le but est vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la satisfaction des clients. On est leur partenaire financier, il fallait qu'on soit le partenaire au-delà de la banque. Alors d'un point de vue FinTech, nous on a constaté par rapport à la réglementation à venir que les clients ne cherchaient pas, en tout cas ce segment-là dont parle Laurent, ne cherchaient pas à trouver une solution de e-facture en tant que telle. Ils souhaitaient vraiment avoir une solution qui soit simple, qui s'intègre parfaitement dans leurs usages, ne pas changer forcément leurs habitudes. Et que cette solution soit en conformité. Donc c'était ce qui revenait souvent, c'est j'aimerais bien avoir une solution où la réglementation soit invisible. Je ne veux pas le voir. Donc ça a été un petit peu l'objectif de pouvoir apporter cette simplicité, cette expérience fluide et de prévoir demain un passage à la réglementation presque invisible pour ce segment de clients. Donc je pense que de manière générale, les fintechs peuvent donner la fluidité, la simplicité dans une complexité administrative et un impact qu'ils vont forcément avoir dans le passage à la facture électronique. Et tu vas garder le micro et puis parce que l'heure tourne et il va falloir conclure. Un petit mot de conclusion, tous les trois sur l'apport des fintech aux banques, l'apport des banques aux fintech, et si on doit un peu se projeter et un peu être critique, quelles sont un peu, sur de votre expérience, quelles sont un peu les bonnes pratiques, les bonnes façons de faire pour que ce soit toujours un mariage heureux? Beaucoup se parler, toujours se parler, le dialogue c'est important, mais si tu peux un peu nous donner ton avis là-dessus, puis Florian et Laurent termineront également. Je pense accepter que nous n'avons pas la même notion du temps. Donc ça, c'est vraiment... alors, ça apporte beaucoup, puisque justement, la banque nous aide à voir à long terme. Et nous, on aide la banque à agir à court terme. Ce qui nous permet d'être en même temps une solution pérenne et en même temps une solution véloce et agile dans le quotidien. Je vais reprendre les mêmes termes. Je pense que de notre côté, ce que ça nous apporte, c'est que les fintech, vous voulez aller vite à la solution, vous la cherchez, et du coup, c'est une vraie inspiration. Nous, ça nous pousse en interne souvent à aller pousser des lignes dans le temps long, avec la conformité, avec la sécurité et autres, mais on va aller tacler tout de suite les sujets. Donc vous nous aidez à aller plus vite, et puis vous êtes très en avance. Souvent, on voit déjà qu'entre B2C, B2B, il y a des années de retard dans les pratiques et dont vous vous inspirez. Et souvent, vous mettez en place les usages avec quelques années d'avance qui seront nos usages de demain. Et Laurent, pour conclure. Sur la cohabitation. Sur la cohabitation et le mariage heureux. Je vais prendre plutôt l'angle le DAF. Je pense que là, ce qui est en train d'arriver dans les 2 ans qui viennent, c'est une occasion de digitalisation formidable des directions financières. Il n'y avait pas, il y a quelques années, les solutions, la richesse des solutions. On parlait des fintech tout à l'heure qu'il y a. Il y a une obligation réglementaire qui arrive. Et donc, je pense que ça doit amener les directions financières à se poser des questions de fond sur le partenaire, les solutions. Et il y a une vraie révolution industrielle de la direction financière devant nous. L'IA générative, ça va être une surcouche derrière ça pour être capable, par exemple, d'analyser des factures, être capable de faire le scope 3
et toutes les obligations réglementaires qui vont arriver. Et une partie de la difficulté, de la complexité que vous avez à gérer, vous avez l'occasion de trouver des partenaires qui vont la gérer pour vous et la prendre. Donc c'est un peu formidable la période dans laquelle on rentre. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à toute l'assistance.